C'est bon, très bien. Bien, bonjour à vous tous. Félicitations à vous d'être encore présents le troisième jour, en forme, pour bien sûr assister à un événement majeur, pour vous parler des technologies médicales et de leur portée dans l'accessibilité. Pour cela, avec le président, le professeur Merighetti, président de la commission médicale d'établissement du CHU de Tours, on va animer cette table ronde. Et donc j'ai le plaisir d'accueillir nos 4 partenaires qui, à tour de rôle, vont vous présenter la manière dont on a souhaité traiter ce sujet, c'est-à-dire de souligner combien toutes les technologies médicales de longue date dans nos hôpitaux, bien sûr, ont pris une place importante dans nos missions de soins, et plus particulièrement dans les CHU, dans nos missions autant de soins, d'enseignement et de recherche. Elles contribuent à nos missions, et en ce sens, cette notion de plateau technique, comme on le dit, détermine les activités que nos établissements assurent, et en ce sens rendre service à la population qui s'adresse à nous. Pour cela, on va d'abord évoquer comment un parcours de soins s'organise grâce à ces technologies médicales, comme nos CHU peuvent en être dotés. Et puis, on ouvrira quelques perspectives sur ce que l'organisation, les technologies liées à l'IA permettent aujourd'hui, et ainsi favorisent, renforcent l'accessibilité aux soins. Et puis, entre ces deux interventions, on essaiera aussi de s'arrêter, Sandy Mélin le fera, sur les facteurs d'accélération ou les limites encore qui président à cette activité. Professeur. Alors, pour rebondir sur ce que vient de dire Jean-François Lefebvre, je voulais insister, même si ça paraît une évidence pour tout le monde, sur le fait que tous ces équipements biomédicaux doivent s'inscrire dans un dialogue constructif entre, d'une part, la communauté médicale, bien évidemment, et puis les ingénieurs biomédicaux. Donc, il est classique dans les CHU d'avoir une commission des équipements biomédicaux, qui est présidée par un médecin, mais qui est évidemment copilotée avec quelqu'un de la DSTP ou du Biomed. Et donc, c'est dans ce cadre-là que doit s'inscrire une politique annuelle ou pluriannuelle, au cours de laquelle, évidemment, il y a des représentants des pôles qui vont échanger. Les ingénieurs biomédicaux assurent une veille technologique qui est tout à fait de leurs compétences et font des propositions. Et puis, de l'autre côté, vous avez le corps médical qui, en général, a plutôt tendance à avoir la main lourde sur les demandes. Et je sais de quoi je parle. Et en voie de conséquence, à un moment donné, il va falloir arbitrer en fonction de renouvellement d'un côté versus innovation, nouveaux équipements de l'autre, des gros équipements qui vont être très consommateurs de finances versus des petits équipements qui rendent service aux patients. Et donc c'est dans le cadre de cette réflexion évidemment que doit aboutir ensuite le choix des équipements qui seront faits pour une année, 2 années, 3 années, etc. Et donc, pour illustrer ce propos, on vous a, comme l'a dit Monsieur Lefebvre, proposé 4 intervenants qui vont vous présenter, chacun leur tour et de manière spécifique, quelque chose qui tourne autour du parcours d'un patient en oncologie pulmonaire. C'est moi. Sandy Mélin, directrice des ressources biomédicales au Grand CHU de Poitiers. Alors, attendez, j'essaye de faire fonctionner la zapette et... Ah, c'est bon. Donc on a pris un parcours en pulmonaire parce qu'il considère, il concerne une grande partie de la population, qu'elle soit féminine ou masculine. Et pour faire très rapide, aujourd'hui, bon, c'est un taux de mortalité assez fort et qui est en train d'augmenter, donc une pathologie qui est en prise en charge, notamment il y a des dépistages qui sont en train de se mettre en place. Et quand on prend un parcours, j'ai pas fait de bille. On va avoir plusieurs séquences. On va avoir la séquence diagnostique, la séquence après traitement et la séquence de suivi. Et on va voir que dans ce parcours-là, on va avoir des nouvelles innovations technologiques qui vont nous permettre d'accompagner ce suivi. Donc si on prend le parcours rapidement, vous voyez que par exemple en diagnostic, on va utiliser 2 grands secteurs qui sont la biologie, où on va utiliser des scanners de l'âme, et on en reparlera avec le docteur Olivier Renaud qui va vous en donner un exemple de cette évolution technologique. On va avoir des séquençages, et là aussi, ça a permis d'aller sur une biologie personnalisée. En complément, on va avoir tout ce qui est bien sûr imagerie, avec des scanners
des scanners thoraciques avec injection. Et vous voyez qu'aujourd'hui, on a des logiciels de l'IA qui s'embarquent et qui va permettre de détecter automatiquement des tumeurs, de mesurer aussi automatiquement son volume, voire aussi son évolution en tant que telle, pour voir s'il y a une efficacité. Et on va compléter aussi par des bilans d'extension, notamment par exemple avec des TEP. Et on a des grands TEP avec des temps de vol, des choses qui sont très très performantes, et voir des IRM quand on a des métas cérébrales. Pour le traitement, là, on a tout un arsenal aussi qui va arriver, qui est pluriel, la chirurgie. Dans la chirurgie, il y a maintenant beaucoup de centres experts qui ont des robots qui permettent d'aller avoir une chirurgie beaucoup plus fine, beaucoup plus adaptée, et qui permettent aussi de traiter des cancers qui avant ne pouvaient pas être traités. On va avoir des outils aussi en thérapie ciblée, et on s'adapte aussi dans les URC avec des robots, des apothécas de ce type-là, qui permettent d'avoir des préparations de chimio très efficientes, très efficaces, et en plus qui protègent aussi le préparateur, parce qu'on est quand même sur de la chimie. Et puis, on va avoir un troisième outil qui va être exposé tout à l'heure par le docteur ici présent, qui va être la radiothérapie. La radiothérapie est de plus en plus performante. On a une évolution assez forte dans radiothérapie, avec ce qu'on appelle des thérapies ciblées, qui permettent de diminuer le nombre de séances, mais d'avoir des thérapies avec des traitements plus forts. Mais bon, ça, vous allez l'exposer. Et on a des outils qui sont divers, avec des accélérateurs classiques qui sont performants, avec du repérage automatique aussi, des équipements plus ciblés qui sont les cyberknives et qui vont traiter dans toute une sphère, et puis maintenant des nouvelles techniques qui arrivent sur le marché. Donc voilà, c'était un petit panel rapide pour le suivi derrière. Une fois que la pathologie est traitée, on va avoir un suivi qui va être plus ou moins long derrière, 6 mois, puis voire 1 an, etc. Et on va faire des scanners, là aussi détection automatique, et on va faire une comparaison avant, après, et s'il y a des évolutions dans ce sens-là. Et en biologie, là aussi, on va continuer à utiliser les séquençages, etc. Donc on voit bien que les technologies, on les intègre dans le parcours de soins, et qu'on modifie le parcours de soins dans ce cadre-là. Voilà. Merci beaucoup, Geneviève. C'était très clair. Ce qui montre l'importance de l'ingénierie biomédicale dans nos CHU que vous portez, et combien toutes ces technologies évoluent autant par les compétences que nous avons que par l'apport aussi de nos sociétés qui accompagnent tout le progrès et cette innovation. Premier parcours important qui traduit bien une fois encore la place de l'investissement biomédical. C'est 5 à 10% quand même du budget que nos CHU chaque année mettent en œuvre. Et on voulait s'arrêter avec Sandy Mélin, avant d'ouvrir toutes les perspectives sur l'IA, de s'arrêter un peu sur ce qui favorise depuis quelques années, ou ce qu'on espère trouver comme facteur qui accélère ce développement de l'innovation au bénéfice de l'accès aux soins. Sandy. Merci, bonjour à tous. Alors je vais sans doute avoir la partie de la présentation, enfin de la table ronde, qui joue un peu les rabat-joie, puisque quand on parle innovation, on pense à une certaine dynamique, à de l'espoir, à de l'avenir, et tout de suite derrière, je vais vous parler de contraintes opérationnelles. Donc, mais ne cédons pas à la morosité, on va regarder tout ça. Donc ultra rapidement, l'innovation en santé, les technologies biomédicales, c'est un marché hyper dynamique en fait. On le voit, donc ça ce sont des chiffres du SNITEM 2023. En France, c'est 32,5 milliards d'euros d'investissement dans les dispositifs médicaux. C'est 600 milliards dans le monde et 160 milliards en Europe. Donc il y a une très très forte partie R&D de nos investisseurs et de nos industriels du DM. Donc c'est un marché hyper dynamique. Pourquoi ? Parce qu'il est boosté aussi par la science biomédicale. Avec toutes ces avancées depuis 50 ans maintenant, on a vraiment un côté exponentiel du développement dans les DM de tous les développements on va dire technologiques. Donc ça part par la génétique, ça part aussi par la neuroscience. On est capable aujourd'hui de mettre des implants avec une stimulation électrique pour réparer des lésions de la moelle épinière. On crée des prothèses bio-intelligentes et évidemment ce qui a le vent en poupe aujourd'hui, c'est l'IA.
on aura un petit focus de nouveau là-dessus. Qu'est-ce qui a boosté les ventes? Je dirais, c'est surtout le numérique. C'est-à-dire que depuis, encore une fois, 50 ans et un peu moins, aujourd'hui, le fait d'accéder de plus en plus à la numérisation a complètement boosté les technologies. Donc ça passe par la numérisation des signaux, on passe de l'analogique au numérique. Ça passe par la connectivité, l'interopérabilité, pour pouvoir assumer les échanges entre les personnes, entre les systèmes et entre les différents CH. Aujourd'hui, c'est de l'interface homme-machine et puis de la robotisation, d'automatisation et enfin l'analyse prédictive et l'intelligence artificielle qui, encore une fois, depuis quelques temps maintenant, entre de plus en plus de nos vies et aussi dans le DM. Alors tout ça, ça repose en fait sur des contraintes, et j'y viens, c'est peut-être la slide la plus importante, je dirais, c'est qu'il faut pouvoir. J'aurais pu dire oser aussi, mais pouvoir, c'est déjà ça. C'est investir, parce que ces nouvelles technologies coûtent très cher, on le sait bien. Pour vous donner un exemple, un scanner de très bonne facture coûte 700 000, 800 000 euros. Un scanner photonique, on est sur une base de 3 millions. Un TEP corps entier, prix catalogue, c'est encore 12 millions. Quand un TEP numérique normal, c'est 3 millions, et un TEP analogique, on est sur 1,6 million, 1,8 million. Donc forcément, toutes ces technologies-là nécessitent d'être accompagnées, donc notamment d'un point de vue financier. Et il faut aller chercher éventuellement les subventions. Il faut faire confiance à l'idée aussi, parce que tout n'est pas une bonne idée. Donc c'est investir et puis pouvoir implanter, donc avec des fois aussi des coûts de travaux associés et des coûts d'infrastructures informatiques associés également. C'est aussi conduire le changement, former, maintenir les compétences médicales, parce que ça va vite. Il faut pouvoir dégager du temps de nos personnels médicaux et non médicaux pour pouvoir évaluer et aussi former, enfin se former dessus. Et ça, souvent, il n'est pas rare de voir que les soignants n'ont pas le temps de se dégager du temps pour se former. Et puis pour pouvoir aussi évaluer les produits de façon correcte. On a aussi un certain carcan, je dirais, réglementaire, qu'il soit en matière de dispositifs. Alors il en faut, hein, je ne dis pas le contraire, hein, mais il faut, voilà, il y a des exigences à respecter. Il y en a beaucoup, des fois il y en a vraiment beaucoup, et on doit faire avec, c'est-à-dire la réglementation du marquage CE, le RGPD, la cybersécurité. J'en oublie très certainement, mais voilà, en tout cas, on a toutes ces exigences-là à faire face, et il faut pouvoir faire avec et conduire ces technologies avec tout ça. Et puis enfin, je dirais maîtriser la mesure et le geste. Quand vous commencez à faire confiance à un robot ou à une IA pour déterminer un diagnostic, pour préciser un geste, etc., il faut pouvoir entre guillemets, lui faire confiance. Et en fait, toutes les IA ne se valent pas. Il faut être critique, il faut rester critique vis-à-vis de ça. La robotisation aussi, hein, la précision également. Il faut toujours rester critique et puis surtout avoir la possibilité à un moment donné juridique, ne serait-ce que ça, de maîtriser ces IA et ces formidables opportunités qui s'offrent à nous. Je vous donne juste une anecdote. L'IA Claude Opus 3, c'est mentir. C'est-à-dire que pour appliquer, elle l'utilise comme une stratégie. Le mensonge est une stratégie pour arriver à un but qu'on lui a demandé de faire. Voilà, La dernière slide, finalement, l'idée, c'est de pas de course à l'armement, mais bien avec toutes les ressources limitées et contraintes que nous avons, de faire les meilleurs choix possibles, qu'ils soient éthiques et sociétaux, pour pouvoir offrir à nos patients la meilleure santé qui soit. Voilà, je vous remercie. Merci d'applaudir nos intervenantes, mais il y a encore 2 intervenants. Et donc après le focus général sur le parcours du patient, après les contraintes des équipements, on va rentrer encore un petit peu plus dans le détail. Alors avec un aspect diagnostique qui va être présenté d'abord par le docteur Olivier Renaud, qui est anatomopathologiste au CHU de Poitiers et qui va donc vous présenter un exemple de ce que l'on vient de dire, typiquement sur l'anapathe.
Bonjour, je vous remercie. L'anatomie pathologique, c'est pas nécessairement connu, c'est le diagnostic des microscopiques, des pièces opératoires, des biopsies, etc. Avec autant de spécialités qu'il y a de spécialités dans le monde médical. Et donc, pourquoi nous sommes arrivés si tard dans le numérique par rapport à nos amis radiologues qui voient la vie en noir et blanc? Nous, il y a de la couleur et en fait, il y a un problème de poids de lame. Une lame scannée, c'est en moyenne 1,5 giga et on en fait 600 jours à Poitiers. Donc, vous voyez tout de suite le stockage nécessaire, la difficulté de pouvoir garder, avoir autant de lames, avoir une fluidité dans le travail. Et donc, l'anatomie pathologique a mis beaucoup de temps avant d'arriver à maturité, ce qui est le cas aujourd'hui. Je rends hommage au professeur Guettier qui a commencé au Kremlin-Bicêtre vers 2007. Il y a eu Rennes qui s'y est mis, mais non seulement nous avons la plus belle région, mais aussi la plus grande. Nous sommes les premiers à avoir eu l'idée de tout de suite partir à trois, c'est-à-dire Bordeaux, Limoges et Poitiers, et de nous regrouper, les trois CHU, avec 4 sites, puisqu'il y en a 2 sur Bordeaux, au sein du GCS Nova. L'ANAPAT a été le premier projet du GCS Nova, donc ça aussi c'est notre petite fierté. Et avec 60 médecins qui se regroupent, des systèmes de gestion de laboratoire différents de Bordeaux, qu'à Diamic, alors qu'à Poitiers et Limoges, on a Da Vinci. 11 scanners pour l'instant, mais ça va augmenter parce que ce n'est pas suffisant pour Bordeaux. Tout ça pour scanner 650 000 lames, hein, je vous rappelle, avec 1,5 giga et 120 000 examens. On a décidé non pas d'être en parallèle, mais justement de se regrouper. Et le système de stockage à l'HDS est à Limoges, donc avec un stockage de 500 Tera qui est redondé. Et donc toutes les images qui sont scannées dans nos scanners partent à Limoges et reviennent. Et en fait, on n'a pas le temps de s'en rendre compte. C'est immédiat. Pour piloter tout ça, c'est un projet qui a commencé en 2020, donc on est en 2025. Pendant 2 ans, il y a eu tout un travail de fait avec Nantes et avec la PHP pour choisir le système de gestion d'images, en l'occurrence Sectra pour nous, et également un panel de scanners qui pouvait répondre aux besoins de chaque hôpital. Et puis, on a surtout profité de la mutualisation de toutes les énergies, de toutes les sciences, de tous les talents de chacun, à la fois au niveau médical, à la fois au niveau informatique. Sans un informaticien vraiment pointu, ce n'est pas possible de se lancer dans de tels projets. Et une administration qui a été particulièrement efficace à Poitiers. Je rends hommage à notre directeur ici présent. Et je demanderai derrière. Voilà, et notre directrice générale qui a été particulièrement efficace, avec la nécessité d'avoir un chef de projet pour coordonner tout ce petit monde. Donc vraiment, il y a eu 2 ans de préparation et on a démarré en 2023 comme prévu. Donc Poitiers, 18 septembre 2023, Limoges a rejoint en février 2024 et Bordeaux, mai 2024. Donc tout ça est extrêmement rapide, c'est très récent, mais ça fonctionne. Vous voyez, bon, le nombre de lames, évidemment, évolue chaque jour. Nous, à Poitiers, on marche avec 3 scanners, 2 à fond clair et 1 qui fait de l'immunofluorescence. J'en dis pas plus, sinon c'est un peu trop technique. Cette phase-là est terminée et nous allons rentrer maintenant, 2025-2026, dans la phase 2, c'est-à-dire d'implémenter les CH de la région. Donc il y a 8 CH qui sont prévus pour l'instant sur les 10 et l'Institut Bergonié, centre anticancéreux. Voilà, donc quels sont les bénéfices attendus? Eh bien, que chaque patient de la Nouvelle-Aquitaine ait exactement le même diagnostic sur l'ensemble du territoire. La pathologie, c'est vraiment une discipline où on a besoin de se montrer les lames, de partager nos expériences, de se montrer des choses, d'échanger. Et là, ben, ça se fait en un clic. Je peux demander à mon collègue de Bordeaux, qu'est-ce que tu penses de cette image? Il regarde directement l'image sur son écran, chez lui. Et on chatte comme ça, ou on s'appelle, c'est avec une grande facilité. Pareil pour la formation des internes qui peuvent avoir une formation égale dans l'ensemble du territoire.
il y a écrit tout en haut don d'organes, il y a l'ARS qui nous a sollicité, mais qui a bien compris tout l'intérêt de ce processus, à savoir que quand il y a besoin d'un examen extemporané, c'est-à-dire un examen en urgence, pour les dons d'organes, s'il y a eu quelque chose de pas prévu, eh ben, il faut faire un examen en urgence et grâce à cette possibilité, on peut regarder ensemble et demander l'avis à Bordeaux. Ça m'est déjà arrivé sur une biopsie de foie qui n'est pas ma spécialité, de demander à la NAPAT de Bordeaux qu'est-ce que tu en penses, et elle m'a dit ok, c'est bon, c'est bien ça, on peut faire le don d'organes. Donc la possibilité de mutualiser nos énergies à ce niveau-là. On va tout de suite passer maintenant sur l'avenir et l'intelligence artificielle qui va arriver. Alors, pour l'instant, pour nous, ça reste peu développé à notre niveau, mais il y a de grands instituts, Curie, l'IGR, bien sûr, qui commencent à travailler là-dessus. Il y a deux courants. D'abord, l'aide au diagnostic. Le screening, pouvoir de regarder des lames, pouvoir découvrir des petits cancers, etc., de la machine qui va le faire sur une centaine de dossiers de 8 heures du matin à 8 heures du soir, exactement de la même façon, ce que n'est pas tout à fait capable de faire tout un APAT. Et surtout, aussi le prédictif, on peut voir le MSI, et là, autant pour l'instant, il est encore trop cher d'utiliser l'IA, on espère que tout ça va avancer petit à petit, mais pour le prédictif, avec une simple lame en immuno, d'HES, pardon, il serait possible de dire s'il y a une mutation MSI, s'il y a une mutation BRCA, et à ce moment-là, il n'y a plus besoin de faire de biologie moléculaire. Donc là, on pourrait faire gagner de l'argent. Mais tout ça est devant nous, il y a énormément de travail, et pour ne pas être trop long, je vous montre juste les photos de nos 3 services avec des gens souriants. Et je tiens juste à préciser, Madame Béatrice Vergier, le professeur Béatrice Vergier, qui a été absolument fabuleuse et aidante à Bordeaux, qui est en retraite sur son bateau. Merci Béatrice pour tout ce que tu as fait. Et merci à vous. Merci beaucoup pour ce très bel exemple diagnostique qui montre comment l'innovation permet d'améliorer donc la prise en charge des patients et de leur offrir une grande qualité de diagnostic. Ça fait aussi plaisir pour l'anecdote de voir qu'il y a des soignants qui sourient. Hein. Tout le monde n'est pas morose. Et donc pour passer cette fois-ci à une partie un peu plus thérapeutique, je vous propose la présentation et d'accueillir Jean-Christophe Fèvre, qui est oncologue et radiothérapeute à l'Institut de cancérologie de Touraine pour une partie donc plus thérapeutique. Merci beaucoup pour l'invitation. Voilà, donc oncologue radiothérapeute en Lorraine, sur le centre de lutte contre le cancer et chef de service également sur l'hôpital public d'Épinal, avec 2 sites qu'on essaye de faire avancer en synergie pour du premier recours ou de l'expertise sur le centre de lutte. Donc là, l'exemple du déploiement de l'IA, c'est un outil d'aide pour les médecins au contourage des tissus sains. Quand on va irradier un patient pour aller détruire sa tumeur dans un but curatif ou dans un but palliatif, on va protéger les tissus sains pour éviter des effets secondaires aigus ou voire des séquelles à long terme. C'est un travail qui est fait manuellement par les internes, les médecins, les dosimétristes ou les manipulateurs, qui, comme vous le savez, sont des ressources humaines qui sont parfois en manque dans nos services. Et cet outil va nous aider à pallier ces difficultés. C'est ce qui s'est passé à l'époque, en tout cas dans notre service. Et au-delà de ça, c'est qu'on va pouvoir améliorer la qualité du contourage qui est fait, puisque cette IA va contourer plus de choses que ce qu'on faisait de manière standard. On va contourer beaucoup plus de tissus sains, donc on va calculer les doses sur beaucoup plus de tissus sains pour les protéger. Donc ça, c'est super intéressant. On va avoir une standardisation internationale des pratiques, puisque ces outils sont basés sur les recommandations internationales. Ça veut dire que dans n'importe quel CHU, centre de lutte, hôpital périphérique, petite clinique ou grosse clinique, on va utiliser les mêmes standards thérapeutiques. Le patient, il a accès à la même chance de traitement ou d'épargne de ses tissus sains. Et en temps réel, il n'y a pas 10 ans ou 5 ans d'appropriation de la nouvelle technique, de nouvel organe à risque à épargner. Donc ça aussi, c'est extrêmement intéressant, cette standardisation. Et puis, un élément qui est important, c'est coût-efficace. C'est coût-efficace. Ces solutions, on les attendait depuis des années. On passait sur les salons, on nous présentait des trucs sympas sur les stands, mais quand on branchait, ça ne marchait pas. Et quand l'IA est arrivé, on s'est presque fait un peu dépasser parce qu'on nous a mis clé en main 2, 3, 4 constructeurs sur les 10 qui ont des outils performants, voire très performants, sur le contourage
des organes à risque standards, voire même des choses du domaine de l'expertise ou de la recherche, parce qu'on est en train de décrire de nouvelles structures à risque avec ces outils-là. Et donc ça s'est très vite installé en routine, parce que quand vous allez voir votre directeur général avec une étude de projet qui tient la route, et puis c'est rentable, ça permet de pallier la pénurie d'effectifs, vous améliorez la qualité, vous cochez toutes les cases en fait. Donc c'est un projet facile. Et alors, bon, moi, l'IA, je ne sais pas coder, hein. Moi je ne suis pas un geek, j'essaie d'utiliser ce que l'informatique peut m'apporter en pratique quotidienne à mon équipe pour donner du confort de travail, donner de la qualité de soins. Et c'est comme un super logiciel. Il y a un peu de temps de branchement, donc il faut un petit peu de ressources informatiques, mais ce n'est pas majeur. On avait le choix serveur ou cloud. On a pris le choix cloud, RGPD, en Europe, pour diminuer un peu la dépendance à notre service informatique qui est engorgé par les différents projets. Il faut un physicien médical pour faire les premiers branchements, et le reste, c'est du paramétrage médical. Il faut surtout un bon médecin qui a envie de paramétrer et de personnaliser les cartes d'organes à risque qu'on va générer en fonction du type de tumeur. Et si vous n'avez pas un bon médecin, ce n'est pas très grave, parce qu'il y a déjà des sets de base qui sont déjà très très bien foutus, qui sont utilisés par plein d'établissements qui n'ont pas envie d'aller dans l'ultra-personnalisation. Nous, on a poussé très très loin, parce que c'est l'ADN de notre service, d'être dans l'ultra-personnalisation de ce qu'on fait, et on arrive à ce genre de résultats. Donc ça, c'est super intéressant. Ça veut aussi dire que sur la recherche, on peut faire des partenariats, très concrètement, parce qu'après épargner les tissus sains, il y a contourer le volume cible. Le volume cible en radiothérapie, c'est une arme à un coup. Soit vous tapez sur la cible, vous la détruisez, soit vous tapez un peu à côté, et ça marche moins bien. Et donc l'œil humain, il est faillible. Le radiothérapeute, il est faillible. Comme tous les médecins, quand on est sur quelque chose où il y a une part d'interprétation subjective. Et donc là, c'est des choses qui sont en développement, qu'on co-développe avec un de nos partenaires. On va voir si l'intelligence artificielle est capable de faire mieux que le médecin pour contourer les métastases cérébrales. Parce qu'il y a des cas où c'est facile, puis il y a des cas où, avec l'œdème, les remaniements et autres, c'est beaucoup moins facile. Voilà, et donc ça va être soumis à publication scientifique sur métastases cérébrales, et on va travailler donc sur les glioblastomes, des tumeurs cérébrales très agressives, sur des cancers ORL, etc. Voilà, il y a ou des anatomies particulières. L'IA, elle travaille bien sur un patient qui a une morphologie un peu comme vous et moi, mais quand on vous a opéré, qu'on a enlevé une grosse partie d'un organe, qu'on a reconstruit avec un lambeau, c'est plus l'anatomie normale. Et donc ça, elle ne sait pas encore bien le faire. Donc on co-développe pour améliorer l'outil. Donc on est devenu coopérateur de ces solutions. Et la suite, c'est qu'en radiothérapie, on a une chaîne de travail qui est très automatisable sur les aspects techniques, pas sur les aspects cliniques et relationnels. Ça nous permet de remettre du temps sur la clinique et le relationnel. Mais derrière, on peut automatiser plein de choses. La suite logique, c'est ce qui va arriver, c'est la dosimétrie. Les dosimétries sont de plus en plus complexes, même si les serveurs, les logiciels sont de plus en plus performants. Et l'IA va guider ce travail. Il y aura toujours besoin d'humains derrière, à toutes les étapes, à mon avis. Mais en tout cas, on voit bien que le travail est de plus en plus guidé, de plus en plus fin. Et donc là, on travaille avec une autre solution qui s'appelle Research. Et donc ça, c'est un exemple concret sur les cancers ORL qui sont cancers où l'optimisation des doses aux organes est la plus complexe parce qu'il y a 30-40 organes à risque. Donc c'est long. Et puis, tout le workflow, ici, on a le parcours patient avec les différentes étapes. Le but, c'est de pouvoir refaire ces calculs en temps réel tous les jours pendant les séances d'irradiation pour avoir quelque chose qui est adapté à chaque séance, à chaque patient. Le patient, il ne respire pas de la même façon. Il n'a pas digéré de la même façon. Son intestin n'est pas rempli de la même manière chaque jour. Sa vessie n'est pas remplie de la même manière chaque jour. On traite un humain qui bouge et qui vit. Et donc, ces outils-là sont capables de recalculer en temps réel avant chaque séance. Le but étant d'être hyper précis sur la cible, de toujours taper au bon endroit et, si possible, de ne pas irradier les tissus sains du tout. Ça, c'est le rêve du radiothérapeute. Et donc, tous ces outils d'IA, ils sont en train d'être embarqués sur toute la chaîne de travail. Et ça, donc, c'est génial. Voilà. Ce n'est pas encore complètement fonctionnel, mais il y a un certain nombre de solutions qui sont sur le marché. Et on est en train de roder les workflows qui sont encore lourds, mais qui demain le seront moins. On voit bien les évolutions qu'il y a eu ces dernières années. Voilà, et j'en arrêterai là pour ce retour d'expérience très très concret. Ça a été du gagnant-gagnant à tous les niveaux. On n'a pas eu de réticence très particulière. Au début, les manipulateurs se sont dit qu'est-ce qu'on va faire, et puis à la fin, ils ont été conquis parce qu'ils ont vu qu'ils pouvaient faire d'autres choses. Et on a redonné de l'oxygène.
été un oxygénateur dans le service à une période où c'était compliqué. Et on reviendrait pour rien au monde en arrière. Le jour où il y a et le serveur est en panne pour 10 minutes, on en entend parler tout de suite parce que c'est devenu un outil dont on ne peut plus se passer. Voilà, merci à tous. Merci beaucoup, effectivement, à tous les quatre pour ces très belles présentations. On voit que l'innovation, c'est très bien, ça aide à la prise en charge des patients, ça améliore aussi visiblement dans certaines situations les conditions de travail. Je note sans malice aucune que ça ne coûte pas grand-chose et donc tous les directeurs ici présents apprécieront que ces équipements peuvent être achetés sans difficulté. Et je vous laisse le mot de la fin, Monsieur Lefebvre. Merci beaucoup. On était heureux de partager ces deux très beaux projets ou activités avec vous, qui montrent que les CHU ne sont pas auto-centrés. Une fois encore, l'innovation se crée dans les CHU, mais elle se diffuse. Et les deux projets que vous avez présentés montrent bien que toutes ces technologies que vous développez, que vous maîtrisez, que vous stabilisez, à un moment donné, elles sont mises à la disposition de tous les établissements, qu'ils soient publics, privés, petits et grands. Et l'accessibilité aux soins que l'on doit garantir à tous nos patients, quel que soit leur domicile, est un signe garanti par la démarche qui est la vôtre. Souligner combien cette ingénierie biomédicale est vitale dans nos CHU ou dans nos centres hospitaliers. C'est impressionnant de voir la médecine ou les parcours de soins que vous avez présentés, combien ils sont portés par la technologie. On l'oublie, mais c'est notre quotidien. C'est des investissements souvent lourds. Et puis pour terminer, bien sûr, nous-mêmes dans nos responsabilités, d'être attentifs à soutenir cet investissement. On va avoir une deuxième séquence sur les travaux. Bien sûr, c'est des opérations toujours majeures pour nos CHU, d'envergure. Mais le quotidien, sans être péjoratif, bien au contraire, c'est l'investissement biomédical numérique. Et ce que tu as présenté, la Geneviève, est assez impressionnant sur un parcours de soins qui est fréquent, qui se développe, combien les équipements que l'on acquiert sont fixes, des étapes indispensables de la prise en charge initiale jusqu'au suivi. Et donc, tout ceci qui caractérise beaucoup la vitalité de nos CHU, dans nos organisations, dans nos fonctionnements, il marque aussi la place que nos CHU ont comme pionniers dans ces technologies, dans ces prises en charge, mais sa capacité, c'est sa dimension universitaire, de le diffuser à tous. Et donc, bravo par les exemples que vous avez mis en œuvre. Et j'étais heureux de retrouver Nova, ayant été un peu à l'origine de ça aussi. Bravo, c'est super. Est-ce qu'il y a des questions à nos orateurs qui ont été brillants, clairs et un peu chers quand même, hein, parce que vos trucs, ça douille. Bien, merci beaucoup. Et on va pouvoir enchaîner en quelques minutes la deuxième séquence. Et on fait une photo.